Il sera resté 18 mois garde des Sceaux au Mali, un mandat qu'il n'imaginait pas si court. Mamadou Konaté, ancien ministre de la Justice, revient sur son passage au gouvernement. Ses mots sont durs, justice à la dérive, gangrénée par la corruption, passivité du pouvoir, impunité. Il nous dit tout presque dans son livre Justice en Afrique, ce grand corps malade, le cas du Mali. Bonsoir monsieur Konaté. Bonsoir. Alors vous étiez donc garde des Sceaux de juillet 2016 à novembre 2017. Vous décrivez une justice à genoux dans un état fragile. Est-ce que vous estimez l'avoir relevé, du moins un peu, en 18 mois? Pas du tout. En 18 mois, bien évidemment, j'ai fait les constats nécessaires. En 18 mois, j'ai réfléchi avec un certain nombre de personnes, justement, à des actions concrètes et rapides à mettre en œuvre pour simplement donner l'impression que cette justice, qui était malade et très très malade, avait besoin de se rétablir. Bien évidemment, sur ces 18 mois, il a fallu donc des prescriptions assez nettes, assez fortes pour donner un coup de fouet à cette justice. Alors dès le départ, ça s'annonçait délicat, aucune feuille de route du gouvernement pour votre ministère après un mois en fonction. Qu'est-ce que ça dit de la place de la justice dans le gouvernement, dans la politique du Mali? Parce que la justice, dans l'esprit des dirigeants, est un pis-aller. On ne peut pas constituer un gouvernement sans un ministre de la Justice. En mettant un ministre de la Justice, c'est un ministre comme n'importe quel autre ministre. Or, la justice occupe une place assez importante dans un état de droit. Et en Afrique, depuis les années 1990, nous avons opté justement pour bâtir des états de droit. Et aucun état de droit ne peut aller sans justice. La justice est ce rempart, cette structure qui régule justement les déviances, les violations. Et cette justice est nécessaire. Encore faut-il le rappeler assez fortement dans l'esprit, dans la tête et dans les oreilles des dirigeants politiques pour qu'ils prennent suffisamment conscience qu'on ne peut pas rigoler pendant très longtemps. Pour vous, la justice n'est pas considérée au Mali? Elle n'est pas considérée quand vous voyez déjà le budget infiniment petit qui est affecté à la justice au Mali, mais en dehors du Mali. Il y a un peu plus d'1 € par population pour la justice en République du Mali. Quand vous le comparez à d'autres pays, ça veut dire aujourd'hui que la justice n'est pas une option fondamentale. Comment peut-on être dans un état de droit et affecter un budget aussi faible à la justice et penser qu'on est véritablement dans un état de droit? Et vous qui découvriez la politique à ce moment-là, c'est un événement qui vous a choqué? Ces chiffres vous ont choqué? Ces chiffres m'ont choqué, m'ont totalement choqué, mais ce n'était pas ça le but. Je voulais aller au-delà du choc, justement, pour faire prendre conscience aux gens, ceux qui étaient décideurs, qu'on avait besoin d'avancer dans le cadre de la justice. Bien évidemment, je n'ai pas arrêté de revendiquer, ne serait-ce que pour le budget. Voyez-vous, par exemple, lorsqu'on vous affecte un budget aussi faible et qu'on vous demande de lutter contre la corruption, qu'on vous demande de lutter contre les déviances, qu'on vous demande de protéger les populations dans un état de crise absolue, qu'on vous demande aujourd'hui de rétablir la justice dans des situations de guerre, il y a un souci. Alors, première déconvenue à Gao, des jeunes manifestent, il y a des morts. Vous vous rendez sur place avec une délégation, vous demandez l'ouverture d'une enquête qui sera vite refermée. Qu'est-ce qui se passe? Mais parce que là aussi, je mets en cause les dirigeants politiques, mais les populations elles-mêmes ne sont pas sans reproche. Ils revendiquent la justice et quand la justice arrive, ils ont du mal à accepter la justice parce que simplement ils la conçoivent, eux et les dirigeants politiques, comme étant une justice contre les autres, jamais contre eux. Dans ce dossier de Gao, bien évidemment, il y a eu mort d'homme et à la suite, nous avons ouvert une enquête qu'on nous a demandé de calmer les populations et qu'on a calmé, qu'on a repris immédiatement après. Et cette enquête a patiné parce que simplement personne ne voulait participer dans le cadre de l'enquête. Et pourtant, il y avait eu mort d'homme et face à une mort d'homme, la justice doit sévir. Alors la corruption, vous le disiez tout à l'heure, prend une large place dans votre livre. Détournement d'argent colossaux, corruption de magistrats, de procureurs. À qui la faute en premier de cette corruption quasi généralisée? À la politique ou à la justice? D'abord, à la politique. Parce que la politique publique en matière de justice est mise en place par ceux qui sont élus, par le pays, par le peuple. Et deuxièmement, à la justice elle-même. Et troisièmement, au peuple. Et ce peuple doit être capable aujourd'hui de pouvoir se rétablir. La justice est rendue au nom du peuple et la justice doit être contrôlée par le peuple. Quand je dis contrôler, ce n'est pas de décider, c'est de regarder les faits et gestes des politiques et c'est regarder également la mise en œuvre de la loi par les juges. Personne ne doit aller au-delà du peuple en matière de mise en œuvre de la justice. Alors vous avez tenté de mettre en place un office de lutte contre l'enrichissement illicite en vain. Quelle est la part de responsabilité du président Ibrahim Boubacar Keïta dans cet échec? L'échec lui incombe totalement et exclusivement.
l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite était le dernier maillon qu'on devait mettre en place dans le cadre de la politique globale de lutte contre la corruption. C'est quoi le principe rapidement? Le principe assez rapidement, c'est que cet office est chargé donc de recevoir l'ensemble des déclarations de biens des personnes qui sont donc des autorités publiques, essentiellement les ministres, les fonctionnaires publics d'un certain niveau. Et cet office a été mis en place dans des conditions assez difficiles à la demande du président de la République lui-même. Et quand il a été mis en place, très vite, nous avons eu donc une réaction assez négative des fonctionnaires publics à ce niveau qui se sont mis en grève pendant une semaine, voire deux. Et très vite, le président de la République, le gouvernement ont reculé et il n'y a plus d'office central de lutte contre l'enrichissement illicite, en tout cas dans le cadre qui devait être le sien. Finalement, ce que vous dites, c'est que l'exemple doit venir d'abord du sommet de l'État et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas seulement le sommet de l'État au Mali, mais c'est aussi le sommet de l'État au Sénégal, c'est aussi le sommet de l'État partout en Afrique. Et je parle de justice en Afrique. De ce point de vue-là, on ne peut pas aujourd'hui se dire dirigeant politique, président de la République et ne pas prendre conscience de l'état de délabrement dans lequel se trouve la justice. Et la conséquence, elle est à tous les niveaux. Elle est déjà au niveau du budget de l'État qui souffre. Il est également au niveau de l'ensemble des violences. Je vous donne juste un exemple. Pendant tout le temps que j'ai été ministre, il y a eu 6 jeunes dames qui ont été tuées à la suite d'exactions violentes venant de leur mari. Et quand on regarde aujourd'hui les réponses de la justice, et notamment la dernière réponse de la cour d'assises de Bamako pour une jeune dame qui a été tuée à coups de 37 coups de couteau, il y a lieu de réfléchir. Alors vous dites même, je reviens sur le dossier de la corruption, que ça peut être assimilé à un crime contre l'humanité. Pourquoi? Je souhaite aujourd'hui que la dynamique qui est en place aujourd'hui considère le détournement de biens publics, le détournement d'intérêts publics comme étant un crime contre l'humanité. Ça donne justement un caractère universel à la lutte contre la corruption. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand de l'argent est dilapidé à Bamako, on peut rattraper celui qui est derrière la dilapidation de l'argent en France, et dans les mêmes conditions qu'on peut poursuivre aujourd'hui les crimes graves, les crimes contre l'humanité. Détourner de l'argent public est quelque chose de totalement inadmissible. Autre dossier, le procès d'Amadou Sanogo, leader du coup d'État militaire en 2012 au Mali. Alors beaucoup de collaborateurs étaient bizarrement réticents à l'ouverture de ce procès. Comment ça s'explique, ce type de comportement? Je suis venu trouver ce dossier, il était totalement en état d'être jugé. Et quand j'ai pris connaissance de ce dossier, que j'ai posé des questions par-ci par-là, que je me suis imprégné de ce dossier, bien évidemment, j'ai compris très vite que rien ne devait s'opposer à ce que ce dossier soit déféré devant la cour d'assises. Ce que j'ai fait, en prenant les précautions de base, en ayant discuté donc avec toute la hiérarchie, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des ministres qui peuvent être concernés à ce niveau-là. Nous avons donc prévu d'ouvrir ce procès à Sikasso, à quelques 350-400 km de Bamako. Le procès a été prévu d'être ouvert à une date donnée, repoussée, et finalement le procès a été installé lorsque nous sommes rentrés dans un cafouillage terrible qui a permis donc à ceux qui étaient mis en cause, bien évidemment dans le cadre d'une justice équitable, ils ont demandé à ouvrir une expertise. Et pourquoi aujourd'hui, en 2018, ce procès est toujours repoussé? On pourrait divulguer des informations gênantes sur le pouvoir d'Ibrahim Boubacar Keïta, par exemple? Je me pose la question. Rien n'exclut aujourd'hui que ces personnes repassent devant la cour d'assises parce que la raison du renvoi de leur dossier tenait au fait que les expertises avaient été commandées. Or, il se trouve curieusement que le dernier acte de gouvernement que j'ai dû accomplir, c'est de recevoir justement cette expertise-là le dernier jour de ma démission et que j'ai transmis donc là où je devais transmettre. Aujourd'hui, rien ne s'oppose à ce que ce procès soit ouvert parce que l'état de droit, c'est aussi ça. Alors, vous n'avez pas voulu revenir sur la relaxe de l'activiste Razbat dans votre livre, mais en quoi cette affaire est symptomatique du rapport entre justice et politique, selon vous? Alors, je ne veux pas parler de dossier personnel, mais lorsque vous voyez aujourd'hui qu'une procédure est ouverte à l'encontre d'une personne qui est mise en cause pour s'être violemment pris à la hiérarchie militaire dans des conditions qui sont totalement inacceptables. C'est pour des désobéissances civiles, c'est ça? Totalement inacceptable de mon point de vue, que ce procès est donné à une condamnation en instance et que le procès en appel arrive et qu'aujourd'hui la décision de la cour d'appel est ce qu'elle est. Quand on est juriste, on regarde ça et on sourit. On sourit juste. On sourit parce que ça veut dire que la justice est dans un état de délabrement absolu. On fait ce que l'on veut avec la justice, on l'instrumentalise, on joue avec la justice, mais ce n'est pas un instrument politique. Alors vous avez démissionné le 26 novembre 2017. Maintenant que vous êtes sorti des arcanes du pouvoir, comment continuer ce combat justement pour une justice forte et une justice indépendante?
Bien évidemment, avec des hommes et des femmes d'Afrique et en dehors d'Afrique, nous sommes en train de monter une coalition continentale pour la justice, contre l'impunité, pour la responsabilité du juge, sous le contrôle absolu du peuple, du citoyen. Vous n'excluez pas un retour à la politique? Ce n'est pas de la politique. Vous savez, il faut justement... Je ne vais jamais aller me présenter à un suffrage parce que ce n'est pas intéressant. Mais laisser l'arène à un certain nombre de gens au nom de ce qu'ils sont élus pour faire n'importe quoi, tirer de l'argent, ne pas poursuivre des gens qui sont quand même derrière des crimes abominables, il faut que les citoyens se réveillent, il faut que l'on travaille avec la justice. Mettre en œuvre la justice aujourd'hui, c'est exactement lutter contre la faim, lutter contre la soif et lutter contre les maladies. La faim, la soif et les maladies ne sont là que parce que la justice n'est pas là. Ce sera la conclusion de notre interview. Maître Mamadou Konaté, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi.